Et donc nous en arrivons maintenant à la dernière intervention de la matinée. Autre professeur du Collège de France, François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société ici même depuis 2017. François Héran est agrégé de philosophie, titulaire d'une thèse d'anthropologie à l'EHESS et d'une thèse d'État à l'Université de Paris-Descartes. Alors, parmi des titres dont je vous épargne la liste, je vais épingler et souligner le rôle de François Héran dans deux instituts dont je sais qu'ils lui tiennent à cœur, à savoir respectivement l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. Chère Migration et Société, disais-je, et donc l'intitulé de l'intervention est Civilisation et migration. Merci François. Merci Vinciane. Alors en fait, je parlerai des migrations seulement vers la fin de l'exposé et je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Ce colloque de rentrée est sans doute le plus cohérent de tous les colloques de rentrée qu'on a fait depuis le début. Je me souviens d'une année où il y avait un colloque sur les lumières, il y avait des exposés sur le laser, et des exposés sur les lumières et l'encyclopédie. C'était un peu de rabouté de façon artificielle. Là, nous parlons tous, chaque orateur, l'un après l'autre, de la même chose. Mais nous en parlons chacun à notre manière et avec nos propres instruments. Et donc, je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, mais peut-être un peu autrement. Et comme ça, nous allons peut-être compléter les différentes facettes de ce phénomène passionnant qu'est l'émergence, le succès, la critique de la notion de civilisation. Alors, je vais commencer par l'aspect ambivalent de la civilisation. Voilà, deux naufragés, c'est peut-être des migrants, ils sont perdus en pleine mer. L'un d'eux trempe sa main dans l'eau. We must be close to civilization, this is oil. Nous devons être près de la civilisation, c'est du pétrole. Et ça a été donc publié à l'occasion d'un désastre pétrolier sur les côtes de la Louisiane il y a une dizaine d'années. Et là, tout de suite, on pense à la façon dont Lévi-Strauss avait traité le sujet dans ce fameux opuscule « Race et Histoire » qui date de 1952. Et il dit, au fond, la civilisation occidentale s'est entièrement tournée depuis 2 ou 3 siècles sur un critère, qui est la quantité d'énergie disponible par tête d'habitant, expression du plus ou moins haut degré de développement des sociétés humaines. La civilisation occidentale, et donc le terme civilisation évidemment apparaît, sous sa forme nord-américaine, va évidemment prendre la tête du développement des civilisations sur ce critère. Et puis les sociétés européennes viendront derrière, et ensuite une masse de sociétés asiatiques et africaines qui deviendront vite indistinctes. Et ce que va faire Lévi-Strauss dans ce texte fameux, ça va consister à reprendre tout ça, à dire, mais au fond, il suffit de changer un peu de critères pour que la hiérarchie, finalement, soit modifiée. Et par exemple, si le critère retenu avait été le degré d'aptitude à triompher des milieux géographiques les plus hostiles, eh bien, ce seraient les Esquimaux et les Bédouins qui emporteraient la palme. Ensuite, et là je n'énumère que le début, parce qu'il est à l'UNESCO, où il vient juste d'être employé à l'UNESCO pendant plusieurs années, il faut quand même qu'il parcourt de façon un petit peu égalitaire toutes les civilisations. L'Inde est célébrée, la Chine, c'est assez bizarre, un genre de vie capable de réduire les conséquences psychologiques d'un déséquilibre démographique. Moi qui suis démographe, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais bon, c'est un peu cursif. Et puis l'islam, et là il fait évidemment allusion à Ibn Khaldoun, à la Asabi, à la théorie de la solidarité de toutes les formes de la vie humaine, technique, économique, sociale, spirituelle. Donc ça, c'est un des grands accomplissements de l'islam. Et vous voyez comment il prend un auteur et il l'étend ceci à une civilisation tout entière. Et voilà, etc. Alors, il évoque aussi par exemple, les Australiens, dont le système de parenté extrêmement complexe défie nos plus grands mathématiciens. Bon, il se trouve que j'ai consacré 3 chapitres de ma thèse d'État à ce problème. C'est en fait une combinatoire mathématique assez simple. Et là, il y a une surestimation du défi que posent les systèmes de parenté ou les systèmes familiaux australiens à l'anthropologie, qui est assez étrange. Enfin, vous voyez l'opération, il suffirait de changer les critères pour que le classement se modifie. Et ce texte, le début de ce texte, quand on regarde
Le succès de ce texte dans les exercices qui sont proposés par les professeurs de philosophie, d'histoire, etc. C'est un texte extrêmement utilisé. Ce sont plutôt les premières pages, notamment la page sur les pages que j'ai citées, qui ont eu le plus grand succès et qu'on retrouve inlassablement sur Internet. Alors, on a évoqué la fortune du mot civilisation. Je vais reprendre ceci un peu à ma manière, mais je vous cite donc ce qui est étonnant, c'est à quel point de très très grands noms se sont attachés à l'histoire du mot civilisation. Lucien Febvre fait un effort étonnant, énorme, parce qu'il n'a pas Internet. Il a la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg à sa disposition, qui était un énorme investissement qui avait été accompli par les Allemands et que les Français ont essayé de réinvestir. Et enfin, l'étendue des lectures qu'il a pratiquées pour essayer d'établir les premières apparitions du mot civilisation est vraiment impressionnant. Henri-Irénée Marot, c'est un peu différent. Lui, il est vraiment centré sur la culture. Et il s'intéresse au fait que, finalement, un des éléments de la civilisation, c'est le fait qu'on a affaire à des hommes cultivés, mais que la culture, ce n'est pas simplement d'avoir accumulé des connaissances, mais d'avoir aussi à sa disposition un certain nombre de techniques culturelles, de techniques par exemple, de techniques rhétoriques, d'argumentation rhétorique, de matériaux. Saint-Augustin avait quelques esclaves qui l'aidaient à ramasser toutes les citations qu'ensuite il fourguait dans ses textes. Voilà tout ce que... Et le texte d'Henri-Irénée Marot est absolument splendide. C'est en fait la postface à son grand livre sur Saint-Augustin qui a été publié à part. Benveniste, lui, reprend plus directement le travail de Lucien Febvre, c'est un hommage à Lucien Febvre, et c'est là que, enfin, nous verrons tout à l'heure, qu'il fait un peu avancer le dossier. Et puis enfin, Starobinski, qui s'est également penché de tous ces auteurs, le plus profond, le plus... enfin, celui qui m'a le plus interpellé, c'est Starobinski. C'est vraiment avec lui qu'on avance le plus, mais vous allez voir qu'en réalité, ils convergent tous. Alors, Lucien Febvre, il fait cela dans le cadre d'une semaine de synthèse organisée par Henri Baird, donc l'homme de la revue de synthèse, sur le thème civilisation, le mot et l'idée. Et Lucien Febvre, tout de suite, fait cette opposition entre les civilisations ethniques ou historiques très particularisées, donc le pluriel, et puis la notion absolue de civilisation humaine, la notion idéale, la civilisation perfection, qui est une idée force, à faute peut-être d'être une idée claire. Et puis ensuite, il va s'intéresser beaucoup au début du XIXe siècle, et là, il va lire les Volney, les Burnouf, les Humboldt, etc., les deux Humboldt, et il essaie de comprendre comment ces deux notions, la notion idéale et la notion pragmatique, se dissocient. Voilà, je vais avancer de façon très cursive. Alors, je vais utiliser au cours de cet exposé un outil que j'aime bien, dont je fais la promotion, qui a encore évolué au mois de janvier dernier. C'est Ngram Viewer, c'est libre d'accès, et en quelques secondes, ça vous dessine la fréquence relative des termes utilisés dans l'ensemble d'un certain nombre de corpus. Là, en l'occurrence, c'est les corpus francophones et anglophones, mais vous avez aussi un corpus russe, italien, espagnol, etc. Ce sont les millions de livres scannés par Google qui ont été resserrés dans une base de données par un ingénieur français et un ingénieur américain. Et ça a été étendu à l'année 2010, jusqu'à l'année 2017, au mois de janvier dernier. Pendant longtemps, ça restait bloqué à 2008. Ils ont actualisé. Il y a un problème sur les dernières années, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Pour ceux que ça intéresse, si vous tapez Errant Ngram Viewer, vous tombez sur les deux articles que j'ai consacrés à la présentation de ces outils, à sa portée, à ses limites. Mais voilà. Alors voilà déjà ce que donne, par exemple, civilisation en français. Alors, l'échelle verticale, ce sont des fréquences relatives qui sont évidemment très très faibles, puisque c'est sur l'ensemble des mots comprenant absolument tout le vocabulaire sur toutes les publications de l'année. Donc évidemment, en lexicométrie, comme toujours, ce sont des chiffres très faibles. Donc ne regardez pas cette légende. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution, c'est le profil de ces... Et vous voyez que civilization, avec un Z, donc plutôt américain, déjà à l'époque, et civilization en anglais avec un S,
Donc c'est aux États-Unis qu'on commence à utiliser de façon assez systématique Civilization dès la décennie 60-70, mais les Français reprennent cette affaire et le portent à un niveau qui ne sera pas atteint par les deux autres corpus. Alors nous regarderons un peu en détail. Il est important de savoir qu'un Engram Viewer ne permet pas de dater une première apparition. Il n'est pas du tout fait pour ça. Il y a un seuil d'apparition, et donc un Engram Viewer signale à partir de quand des mots commencent à avoir pignon sur rue, commencent à être utilisés alors là-dedans, vous avez les thèses, les romans, vous n'avez pas la presse quotidienne, vous avez par contre la presse magazine qui peut être là-dedans, enfin, je sais pas, la revue des Deux Mondes est là-dedans, par exemple. Donc, vous avez en fait une très très bonne image de la culture écrite, mais bon, je ne vais pas m'attarder sur ces questions techniques que j'ai abordées ailleurs. On peut tester sur la qualité, la réactivité de l'outil aux événements est absolument extraordinaire et se vérifie sur un certain nombre de données, par exemple les guerres, les choses comme ça, ou les épidémies. Bon. Alors, quand on regarde ce qui a déjà été abordé tout à l'heure, on voit bien sur ce graphique que civilisé au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel, tout ceci additionné, j'ai additionné tout ça, était évidemment bien antérieur à civilisation au singulier, et puis donc l'effort de Lucien Febvre, l'effort de Benveniste, etc., c'est d'essayer de comprendre pourquoi civiliser a tardé à produire civilisation. C'est tout cet intervalle des années 1740 à 1780, disons, et puis civilisation surgit, civilisé reste. Civilisation au pluriel est beaucoup plus tardif, et nous allons voir tout à l'heure de quelle façon ça se diversifie, de quelle civilisation il s'agit. Là, vous voyez, c'est assez impressionnant de voir quand même le tableau général que donne l'outil lexicométrique. Et donc la flèche grise, c'est la distinction entre la civilisation comme idéal, comme entité téléologique, comme on le disait ce matin, et les civilisations particulières. Vous voyez tout de suite, et on y reviendra, qu'il y a une pointe très importante au moment de la guerre de 14. La guerre de 14, c'est un très grand moment de réflexion sur la question de la civilisation, mais j'y reviendrai. Alors, je vais aller très vite là-dessus. C'est Benveniste qui repère effectivement les références chez Mirabeau. C'est lui qui va en bibliothèque regarder le projet L'Ami des femmes ou le traité de la civilisation. J'adore ce pendant féminin à l'Ami des hommes, c'est pas l'Ami des femmes ou le traité de la civilisation, avec cette idée générale donc de la gradation d'un État à l'autre. Le dictionnaire de Trévoux, comme on l'a dit tout à l'heure, reprend tout ça. Qu'est-ce que c'est le dictionnaire de Trévoux? C'est le dictionnaire des jésuites. Et les jésuites sont absolument heureux de pouvoir dire, mais écoutez, on va intégrer le mot civilisation dans notre dictionnaire, puisqu'il y a une très belle citation qui nous explique que c'est la religion qui adoucit les mœurs, qui nous civilise, etc. Donc c'était parfait comme citation de reprendre Mirabeau, l'ami des hommes. Alors il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas d'italique. Il faut comprendre que l'ami des hommes, l'employé ce mot, c'est l'ouvrage de Mirabeau, père, l'ami des hommes, bien sûr. Et je ne résiste pas au plaisir de vous signaler que cet exemple qui est donné à la fin, à l'entrée civilisée, il n'y a rien de plus propre à civiliser et à polir un jeune homme que la conversation des dames. Bon, donc on reste encore dans cette notion de sociabilité, comme c'est dit ici. Starobinski dit des choses essentielles qui avaient été un peu anticipées par les prédécesseurs, mais au fond, il dit on a déjà toutes les ambivalences, toutes les équivoques du mot civilisation. C'est une action générale et c'est le résultat d'une action. C'est comme le mot je sais pas, organisation, par exemple. Vous avez le sens de l'organisation, c'est actif, mais vous adhérez à une organisation, c'est une institution. Et il y a quelques mots, pas tous les mots anciens ne sont pas comme cela, mais il y a quelques mots qui ont à la fois le sens actif et le sens résultatif, en quelque sorte. Donc, c'est le cas de civilisation, et tout de suite, il montre que dès le début, chez Mirabeau père, on a les deux. Que l'idéal universel et l'état d'une société particulière, les deux aussi sont là dès le début. On ne peut pas dire qu'il y a une acception qui serait postérieure à l'autre. Et aussitôt, il y a un idéal qui est à la fois célébré et mis en doute, critiqué, soupçonné. Les deux choses existent. Voilà, et je répète la formule,
C'est Starobinsky qui dit qu'il y a une opposition entre une civilisation valeur et une civilisation fait. Bon, aujourd'hui, la distinction entre jugement de valeur et jugement de fait a quand même été l'objet de beaucoup de réflexions philosophiques assez approfondies. Les choses ne sont pas aussi simples, évidemment. Et les faits sont chargés de valeur, on le sait très bien. Il y a un texte justement sur la capacité à promouvoir la notion de civilisation et à la critiquer en profondeur, qui est un très beau texte. C'est Thomas Paine, donc ce révolutionnaire anglais passé aux États-Unis, mais qui a vécu une partie de la Révolution en France. Et Thomas Paine, auteur de textes sur les droits de l'homme, etc., a écrit Agrarian Justice, opposed to Agrarian Law and Agrarian Monopoly. C'est un texte qui est assez souvent cité de nos jours parce que c'est sans doute le premier texte qui propose l'idée d'un revenu universel. Et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, nous sommes dans une société qui finalement est pire que l'état de nature. Dans l'état de nature, et là, pour lui, l'état de nature, c'est les Indiens d'Amérique dont il a le spectacle sous les yeux. Nous avons de tels écarts entre la misère et la richesse qu'en réalité, nous créons des situations de misère qu'on ne trouve pas chez les naturels, chez les Indiens sauvages. Et la cause, c'est l'appropriation de la terre. Je n'entre pas dans cette théorie. En tout cas, il faut, pour remédier à ça, créer un fonds national, un National Fund, qui va garantir aux adultes, alors le montant varie selon l'âge, un revenu universel pour les dédommager du fait qu'ils ont été privés de leur héritage naturel sur la terre. Et il commente lui-même cette réforme. A revolution in the state of civilization is a necessary companion of revolution in the system of government. Donc c'est très bien, la Révolution française a révolutionné le système de gouvernement, mais il faut aussi faire des révolutions de civilisation, et le revenu universel, ce serait une révolution de civilisation. C'est quand même assez intéressant comme idée, et je vous dis, c'est très cité aujourd'hui par les défenseur du revenu universel. Et là, alors je ne vais pas vous lire la totalité du texte, mais le raisonnement qu'il y a dans cette page consiste à dire les habitants d'un pays sont mutuellement civilisés par la loi, notamment, par un système législatif. Ce sont les gouvernements, eux, qui restent encore à l'état sauvage et qui ne cessent de se faire la guerre. Et il y a un décalage entre la civilisation, notamment via la loi des habitants, des citoyens, et la sauvagerie des gouvernants qui ne cessent de s'entretuer. Et donc, évidemment, une véritable civilisation, ce serait rétablir la cohérence entre les deux. C'est vraiment un développement intéressant. Alors, bien sûr, on arrive à Guizot. Guizot, toujours fascinant, je l'ai relu récemment, c'est extrêmement agréable à lire. D'ailleurs, Braudel dit toujours agréable à lire. Non, c'est Lucien Febvre qui dit toujours agréable à lire, Guizot, mais en même temps avec des quantités de coups de pouce, un mélange de stéréotypes vraiment assez massif et de précision documentaire étonnante, parce qu'en même temps, ça a été un grand promoteur, évidemment, de la documentation historique sur l'histoire de la France. Donc, histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'Empire romain, c'est 1828, réédité X fois, effectivement. Et rien que la table des matières de la première leçon est merveilleuse. Là, c'est une réédition de 1830. Comparaison des grands peuples de l'Europe du point de vue de la perfection de la civilisation anglaise, allemande, italienne, espagnole, française. La civilisation française est la plus complète et celle qui représente le plus fidèlement la civilisation générale. Donc, et l'argument, c'est que la civilisation, c'est à la fois un progrès social, un progrès des conditions de vie, en quelque sorte, et un progrès moral, un progrès intellectuel, un progrès culturel. Il faut que les deux marchent ensemble. Alors, les Allemands sont dans la spéculation métaphysique, mais l'état social ne suit pas. Les Anglais, c'est l'inverse, c'est un peuple pratique. Hein. Napoléon disait un peuple de boutiquiers. Bon, ben, Guizot pense la même chose, et il leur manque la philosophie. Ils ont une philosophie écossaise, tout ça, mais enfin, c'est très pragmatico-pragmatique. Et nous, aux surprises, nous sommes entre les deux, et nous réalisons l'équilibre, et tout ça est asséné en quelques pages. Hein. C'est assez... voilà. Donc... il y a une idée, il y a beaucoup d'idées dans Guizot, mais une idée qui est très forte, qui va être développée au même moment par Michelet, à pousser à des hauteurs
apocalyptique ou métaphysique, c'est la même chose. C'est l'idée qu'une société est tenue par une idée unique. C'est un peu la République telle que nous la concevons aujourd'hui. Il faut qu'on pense tous un peu que nous communions tous dans la même conviction. C'est le lien caché de la société humaine, une même idée reconnue, acceptée comme vraie. Voilà, c'est la tawhid de la République, l'unicité à laquelle il faut vraiment adhérer. Sinon, les êtres sont isolés, il faut avoir un même sentiment, une même croyance. Or, le caractère essentiel de la vérité, messieurs, oui, quand on faisait cours à l'époque, c'était uniquement devant des messieurs, il s'adresse à ses auditeurs. Le caractère essentiel de la vérité, messieurs, est précisément ce qui en fait le lien social par excellence, c'est l'unité, la vérité est une, c'est pourquoi les hommes qui l'ont reconnu et accepté sont unis. Bon. Donc, le libéralisme de Guizot est quand même assez relatif, même si, pour lui, un des grands progrès de la civilisation, c'est évidemment la liberté individuelle. Son histoire de la civilisation, par certains côtés, est une histoire de la liberté humaine, qui s'est affirmée notamment dans l'indépendance municipale, dans la libre pensée, etc. Cette idée qu'il faut arriver à l'unité, à l'adunation, comme disait Sieyès, qu'il faut qu'une nation soit complètement une, elle repose sur l'idée qu'en fait, la France, c'est une espèce d'empire qui a conquis toute une série de provinces qui ne sont pas encore très bien assimilées. À cette époque, quand vous lisez les auteurs, c'est ce que Eugen Weber, l'historien américain, a montré, dès qu'on passait au sud de la Loire, il n'y avait que des barbares. Et il y avait une capacité à l'époque des Parisiens à se figurer, à se représenter racialement la différence physique de toutes ces populations des provinces à peine périphériques, qui étaient très très proches du bassin parisien, qui est tout à fait étonnante. Les gens prétendaient pouvoir classer racialement les différentes provinces, par des aspects physiques par exemple. Eh bien, il faut que tout ça soit fusionné dans un grand creuset, et il y a toute une théorie de l'assimilation chez Guizot consistant à dire qu'il faut oublier les conquêtes, et la véritable assimilation, c'est le creuset. Il fallait évidemment qu'une civilisation très active, et là vous voyez le sens de civilisation est un sens actif encore, la charge active du mot civilisation est présente. Il fallait évidemment qu'une civilisation très active, très forte, vint d'abord mêler, assimiler, broyer, pour ainsi dire, ensemble, tous ces éléments incohérents. Il fallait qu'il se fît d'abord une puissante centralisation des intérêts, des lois, des mœurs, des idées. Nous sommes encore les héritiers de ce genre de métaphysique, parce qu'après tout, pourquoi l'un est-il préférable au multiple? C'est une grande question, finalement. Alors, la notion de civilisation est très liée à la notion de progrès. Starobinsky insiste beaucoup là-dessus. Et les progrès, alors d'abord on utilise beaucoup l'expression degré de civilisation, mais beaucoup moins que progrès de la civilisation. J'ai dû multiplier par 20, on peut faire ça sur une gramme viewer, l'échelle de degré de civilisation pour montrer un petit peu le parallélisme des courbes. Progrès de la civilisation va culminer aux alentours de 1830, c'est la Restauration donc qui fait tout ça, puis ensuite ça dégringole. Il y a un déclin du progrès, si j'ose dire, qui est absolument régulier, et aujourd'hui, progrès de la civilisation très très peu utilisé par rapport à ce qu'il a pu être pendant la Restauration, à l'époque de Guizot. On retrouve tout à fait ce que Henri Laurence nous a dit tout à l'heure, c'est que de quelle civilisation parle-t-on? Alors la civilisation moderne chez Guizot, ça peut être une civilisation moderne au sens des historiens modernistes, et puis peu à peu, moderne change au sens de la société industrielle, les échanges, le chemin de fer, la vapeur, enfin il y a tout ça qui intervient dans les textes, mais vous voyez que c'est aussi, civilisation moderne, c'est ce dont parlent des quantités d'écrits ou de pamphlets ecclésiastiques. Quelle est la position de l'Église face à la civilisation moderne? Ce qui a donné lieu au syllabus, à la condamnation de la civilisation moderne par... Et vous voyez, le parallélisme des courbes pendant toute la montée du Second Empire est assez frappant, et puis ça dégringole avec la Troisième République de façon extrêmement nette. Civilisation chrétienne ressurgit pendant la guerre de 14. On sait qu'un des éléments qui a permis de tenir pendant la guerre de 14, ça a été le retour à des notions très chrétiennes de sacrifice pendant la guerre de 14. Ça a été très, très bien étudié.
Et vous voyez qu'ensuite, ça change complètement. Le parallélisme disparaît. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la civilisation chrétienne, c'est quelque chose qui est très lié au régime de Vichy, mais qui ne va plus aller de pair avec, en tout cas, se glisser dans un débat avec la civilisation moderne. Maintenant, de quelle civilisation parle-t-on? Et là, je crois que c'est très intéressant de voir qu'en fait, lorsqu'on commence à réellement parler des civilisations de façon détaillée, eh bien, c'est d'abord la civilisation romaine et la civilisation grecque. Et quand vous regardez de quels écrits il s'agit, ce sont des écrits qui essentiellement essaient de nous dire ben, voilà ce que la civilisation romaine, voilà ce que la civilisation grecque a apporté à la civilisation en général. Il y a une connexion entre ces civilisations particulières et la civilisation générale, mais qui passe encore par le biais de l'héritage antique qui, évidemment, à cette époque-là, est toujours ardemment enseigné dans les écoles, dans les lycées, même si ça concerne une petite partie de la population. Et puis d'autres civilisations, peu à peu, vont monter, vont progresser dans un ordre qui n'est pas indifférent, qui est finalement un ordre hiérarchique du degré, pas seulement d'éloignement, mais d'intérêt qu'on a pour elles. Et vous voyez que la civilisation chinoise va progresser assez rapidement. La civilisation arabe, alors là, il faudrait doubler les chiffres parce que vous avez les civilisations islamiques, vous avez les civilisations musulmanes. Si vous additionnez les trois, vous arrivez à quelque chose qui est à peu près équivalent au niveau de civilisation chinoise. Et puis ensuite, la civilisation indienne. Et vous voyez que la civilisation africaine vient en dernier lieu. Cette notion de civilisation africaine est très liée au succès de l'ouvrage de Leo Frobenius, le grand ethnologue allemand, le fondateur de l'Institut Frobenius de Francfort, qui existe toujours, qui est toujours très actif, Kulturgeschichte Afrikas, et qui va être traduit en français, au bout de 3 ans, par Histoire de la civilisation africaine. Et vous connaissez l'histoire, elle a été souvent racontée. Aimé Césaire est fasciné par ce livre et l'offre à Léopold Sédar Senghor. Il y a un article de Senghor qui raconte tout ça, et tous les deux vont être émerveillés par le fait que Frobenius, citant des voyageurs très précoces, enfin du XVIe siècle ou des débuts du XVIIe siècle en Afrique, sont tout à fait épatés parce qu'ils découvrent dans le golfe de Guinée ou le golfe de la côte, ce qui sera la Côte d'Or plus tard, des villes très urbanisées, des rues rectilignes, des maisons bien construites, etc. Et Frobenius a cette formule qui va être reprise par Césaire et Senghor, qui est « mais les Africains sont civilisés jusqu'à la moelle des os ». Et c'était un tel... ces deux auteurs ont été bouleversés par le fait qu'un ethnologue allemand puisse leur exposer l'existence, attester l'existence d'une véritable civilisation africaine. Alors on voit bien la montée de la courbe verte dans ces années 30. Bien sûr, ce qui va se dégager, c'est l'opposition de plus en plus forte entre civilisation supérieure et civilisation inférieure. Sauf que, alors, le fameux discours de Jules Ferry à l'Assemblée nationale, c'est juillet 1885, auquel réplique le jeune Clémenceau, qui était encore un radical de gauche à l'époque. C'est le discours de Jules Ferry disant qu'il était du devoir des civilisations supérieures de civiliser les civilisations inférieures. Et il dit ça à propos pour justifier l'expédition du Tonkin. Et Clémenceau dit, vous avez vite fait dire ça, et Clémenceau prend comme exemple, mais qui peut dire finalement ce qui est supérieur de la civilisation allemande ou de la civilisation française. C'est l'argument de Clémenceau pour dénier toute légitimité à ce genre de distinction entre civilisation supérieure et inférieure. Mais là, vous voyez que civilisation supérieure, ça fait un bond formidable pendant la guerre de 14. C'est la guerre de 14 qui monopolise ça, qui mobilise cette notion et la mobilise face à l'Allemagne. Et puis on va avoir, dans les années 50, toute une littérature aussi pour justifier la colonisation et qui explique l'autre pointe qu'on observe. Alors, si on regarde un petit peu les auteurs des années 30 et ceux qui commencent à hiérarchiser les civilisations ou à les classer, vous prenez Théodore Jouffroy. Théodore Jouffroy était professeur au Collège de France et professeur à la Sorbonne.
Il fait partie de l'école éclectique, donc proche de Victor Cousin. Et dans ces mélanges philosophiques, on lit que l'espèce humaine est partagée en plusieurs systèmes de civilisation, que c'est la religion qui est le principal critère, à l'exception des peuples sauvages, oui, parce qu'il s'agit d'un résumé, d'un compte-rendu qui résume la pensée de Jouffroy. À l'exception des peuples sauvages qui, selon M. Jouffroy, ne comptent pas dans le dénombrement de l'espèce humaine, les différentes races se groupent en 3 grandes familles, chrétiennes, musulmanes, brahminiques. Et il peut y avoir des sectes au milieu de tous ces ensembles. Enfin, en gros, la civilisation, ça regroupe des familles de religions. Et voilà la tripartition effectuée par... ne compte pas dans le dénombrement de l'espèce humaine, il faut prendre ça au sens physique du terme. Vous avez des sociétés comme l'Australie ou comme les États-Unis qui l'Australie n'a compté des aborigènes qu'à partir des années 70. Le recensement australien excluait les aborigènes. Il y avait une administration à part qui s'en occupait, mais ça ne faisait pas partie de la population australienne. Bon. Voilà. Alors, Jouffroy explique que des populations sauvages sont cernées de toutes parts par des civilisations, et donc si on additionne toutes les peuplades sauvages entre elles, ça ne fera toujours pas une civilisation. Elles vont être absorbées par les grandes civilisations qui les environnent et qui les absorbent. Vous avez un auteur assez étonnant aussi, et ça vous donne quand même, ça éclaire un peu l'actualité aussi, je trouve. Louis Veuillot. Louis Veuillot, qui c'est l'ultramontain, c'est le directeur de l'Univers, c'était le grand ennemi de Victor Hugo. C'est le catholique ultramontain qui va être très très influent. Il fait un séjour en Algérie et il prophétise: les derniers jours de l'islamisme sont venus. Alger, dans 20 ans, n'aura plus d'autre Dieu que le Christ, etc., etc. Et il explique qu'en réalité, la colonisation de l'Algérie, eh bien, ça va consister à achever les croisades, et que le christianisme est une civilisation au voisinage de laquelle l'islamisme ne pourra pas tenir. L'islam doit s'éteindre absolument. Il faut quand même savoir que dans une fraction pas négligeable du tout de l'opinion publique française, cette idée-là a régné, qu'on allait pouvoir éradiquer l'islam, puisque islamisme à l'époque, ça voulait dire islam. Et puis vous avez des contre-auteurs qui, eux, font des choses très différentes, mais je ne vais pas vous parler de Juglar, l'économiste des cycles, qui, lui, au contraire, explique qu'on a tenté d'assimiler la race arabe, de la soumettre aux lois de notre civilisation. Ça n'a pas marché. Il a fallu recourir à la violence, on a repoussé les indigènes, et puis finalement, on les a exterminés. Et il décrit, Juglar, dans ce voyage d'études extraordinaire mené en Algérie en 1852, la violence prodigieuse de l'occupation française. Alors c'est un économiste extrêmement rigoureux et il essaie d'estimer tous les coûts de tout ça. Et si la colonisation échoue, c'est parce que les Français sont suffisamment bien chez eux, ils n'ont pas du tout envie de migrer vers l'Algérie. Bon, donc il y a eu toute une vision euphorique des capacités d'assimilation de la France vis-à-vis des colonies. C'est là que les mots intégration et assimilation, qui vont être ensuite utilisés pour les immigrés, sont développés. Il y a un livre formidable là-dessus, c'est Abdelali Hadjad, c'est un livre extraordinaire que je vous recommande. Mais dans les années 1840 à 1880, il y a toute une littérature d'administrateurs, de militaires, de lieutenants-colonels à la retraite, etc., qui explique que les Arabes ne sont pas assimilables, il n'y a rien à faire, leur religion, leurs mœurs, le climat, tout ça, sont autant d'obstacles insurmontables pour notre civilisation. Et là, il va y avoir un revirement très important vis-à-vis de toute la... Voilà. Et j'ai trouvé par exemple un article qui date de 1878, l'article d'un philosophe, d'un prof de philo, qui dit « Mais est-ce que la guerre, un jour, va cesser ?» Une dissertation assez banale sur les guerres justes. Et il dit au passage, attention, les guerres, c'est uniquement entre des civilisations supérieures. Les expéditions qu'on mène contre les tribus algériennes, contre quelques peuplades de l'Afrique centrale, ce ne sont pas des guerres. Ce sont juste des expéditions contre une nation barbare ou à demi-civilisée. C'est juste un nouveau pays qu'il s'agit d'ouvrir à la civilisation. Donc il y a une dénégation totale de la violence qui est utilisée dans les expéditions coloniales. Ça, c'est 1878. Ce n'est pas un auteur connu, mais c'est assez typique de choses qui sont très répandues à l'époque. Vous voyez, la nation qui intervient ainsi est protectrice des intérêts de la civilisation sans qu'on donne à cela le nom de guerre.
On revoit là la fameuse image de l'exposition coloniale de 1931. C'est avec 76 900 hommes que la France assure la paix, etc. C'était rien. Hein. L'occupation, enfin, le nombre d'administrateurs pour gérer cet empire était absolument dérisoire. Mais Sangaravelu a écrit des choses intéressantes là-dessus, je vous y renvoie. Alors, je vais aller très vite et j'arrive à la fin. Quand on regarde civilisation française, civilisation latine, civilisation allemande, quand on regarde du côté allemand, französische Kultur, qui est l'équivalent, là encore, la guerre de 14 et la grande césure. Et vous voyez que la civilisation latine, ça marchait très bien pendant la guerre de 14, puisque les alliés étaient latins, mais qu'ensuite ça disparaît totalement pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, l'Italie fait partie des ennemis. Et donc, en fait, c'est selon les rapports de force et la distribution entre alliés et ennemis qu'on va manier, qu'on va faire varier le périmètre des différentes civilisations. La civilisation latine aujourd'hui, c'est une notion qui a quasiment disparu. Et ce qui apparaît, c'est dans des syntagmes du genre défense de la civilisation, défendre la civilisation. Là, la guerre de 14 devient absolument centrale. Et ce qui est fascinant pour l'ambivalence de civilisation, c'est que quand on parle de civilisation allemande, on parle à peu près, et même plus, au même degré, de barbarie allemande. Les deux voilà. Donc la guerre de 14 a joué un rôle essentiel, et je cite Starobinski: la surprise troublante est de découvrir que, loin de nécessiter la longue durée chère aux historiens, les passages de la barbarie à la civilisation, de la civilisation à la barbarie, se font parfois d'un seul pas. Et je vais passer très vite. Combien de temps me reste-t-il? C'est dépassé? C'est déjà dépassé. Bon. Je rappelle à quel point déjà la critique de la civilisation a été un sujet central pour analyser la guerre de 14. Dès les tout débuts de la guerre de 14, enfin en juillet 1915, Georges Duhamel, qui va publier un Civilisation, qui va avoir le prix Goncourt en 1918, dit mais il faut cesser de dire que l'Allemagne est l'ennemi de la civilisation. La civilisation, au sens technique, industriel du terme, l'Allemagne a parfaitement accompli ça. Maintenant, il faut réfléchir à une définition plus morale de la civilisation. Et on arrive à cette histoire intéressante: est-ce que toutes les civilisations se valent? Vous vous souvenez du tollé qu'avaient suscité les déclarations de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, en 2012. C'était un discours écrit par Yves Roucotte. Sur le fait que toutes les civilisations ne se valent pas. Alors, il se trouve que dans la semaine de synthèse de 1929, organisée par Henri Baird, on a l'exposé d'Alfredo Niceforo, qui est un disciple de Lombroso. Il y a des criminels nés, enfin, il y a des, bon, mais il est assez prudent, il sait à qui il a affaire, il a Marcel Mauss en face de lui, il a Lucien Febvre, il a... Bon, et il essaie de regarder s'il y a des indices, des indicateurs de la supériorité d'une civilisation. Je vous renvoie à ce texte. Mais il cite par exemple l'espérance de vie, la mortalité des enfants, le niveau d'éducation, l'idée de justice, comment est-elle présente ou pas, le respect de la dignité humaine, la grandeur de l'État, il insiste beaucoup là-dessus. Et en même temps, il considère que c'est plutôt les idéaux, les utopies qui devraient finalement l'emporter sur des indicateurs. Je rappelle que quand on regarde les publications de l'OCDE actuellement sur le niveau d'intégration des différents pays européens, on a des indicateurs tout à fait semblables. On a des équivalents de ça. Et Lucien Febvre, qui est là, réagit fermement. Enfin, ses jugements de valeur sur les sociétés passées, tout ça, c'est anachronique. Et Henri Baird édicte la doctrine: nous cherchons à vider le mot civilisation des idées normatives qu'il contient dans le langage ordinaire. Après le passage de l'animalité à l'humanité, la civilisation, c'est tout simplement ce caractère d'humanité qui va croissant et s'accentuant. Alors, il y a bien sûr des degrés, mais la nouvelle école historique, et là on est déjà dans l'école des annales, ne veut plus faire la philosophie de l'histoire. Et il fait l'éloge de la collection de l'évolution de l'humanité qui doit remplir ce programme, et Éric Briand a bien expliqué tout ça. Et Mauss fait une conclusion assez rapide, toujours dans cette même discussion. Pour conclure, la civilisation, c'est tout l'acquis humain. Il faut se garder de la définir par rapport à nous seuls. Et effectivement, quels sont les critères d'une civilisation supérieure ou inférieure? Est-ce que, par exemple, l'évaluation des grandeur ou petitesse de chaque civilisation doit remonter aux guerres mondiales du XXe siècle? Je rappelle qu'il y a eu 10 millions de morts et 20 millions de blessés
dans la Grande Guerre et que le bilan de la Seconde Guerre mondiale, il varie entre 50 millions et 85 millions. Donc, comment faire comparer les civilisations si, par exemple, on se mêle d'introduire ce genre de considération dans le bilan comparatif? Je termine sur le témoignage de René Cassin sur l'examen des ordonnances de 1945, ordonnances sur l'immigration par le Conseil d'État, puisque vous savez que c'est grâce à René Cassin qu'ont été systématiquement éliminées des ordonnances de 1945 signées par le général de Gaulle toutes les allusions à un filtrage ou à une sélection des migrants en fonction des origines. Il y avait tout un projet qui avait été conservé, dont on a des documents, et c'est Cassin, récemment nommé président du Conseil d'État. Il n'y a pas encore d'Assemblée nationale à l'époque, donc il joue un rôle décisif dans la fabrication finale du texte, et il se justifie dans un texte qu'on a retrouvé très récemment, qui est apparu l'an dernier, que j'ai cité dans mon cours l'an dernier. La France a été de tout temps le carrefour d'hommes venus de toutes les régions. Il est impossible, vu ses traditions d'une part et vu ses conditions démographiques de l'autre, de ne pas faire une politique saine, largement ouverte à tous les étrangers qui voudront lui apporter leur concours, et dont beaucoup, tout en restant fidèles mentalement à leur pays d'origine, veulent devenir de loyaux citoyens de la France. Nous pouvons avoir des personnes d'origine diverses qui seront de bons citoyens français sans exiger d'eux la haine de leur origine. Il faut adapter notre droit à cette nouvelle tendance, et je crois que l'expérience de Vichy a prouvé que toute mesure tendant, sous prétexte de race française pure, à chasser les hommes et les femmes qui ne demandent qu'à vivre sur notre sol loyalement, fera de nous, je le dis, non pas seulement la risée de l'Europe au point de vue de la puissance, mais même nous enlèvera ce que nous avons toujours eu, la réputation de la nation accueillante, qui est un centre de civilisation et qui fera son bien, non pas pour elle toute seule, mais pour tous les autres pays du monde. Donc c'est une autre définition, évidemment, de l'universalisme et de la civilisation universelle. Merci pour votre attention.